Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Donc, je m'appelle Moussa Mokhtari, je suis de chez Red Hat, je m'occupe des architectes pour la France. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc Julien Briot qui va nous présenter Bare Metal Forecasting. Hein. C'est pas Versailles ici, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais lui passer la main. Et hop, tiens. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous? Ok, parfait. Eh bien, merci d'être venu me voir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, encore une fois. J'ai beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur en ce moment, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est un sujet que j'ai développé au Resto du Cœur. Donc, je suis bénévole au Resto, et tout à l'heure, on a eu une plénière sur l'IA, sauf que l'IA, d'un point de vue infrastructure, ça peut représenter beaucoup de machines, ça peut représenter aussi beaucoup de consommation, et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu ici dans cette conférence. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné parce que mon PC est complètement déréglé. Je vais me présenter rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Julien Briot. J'ai 26 ans d'Uptime. Je suis ingénieur réseau et CRE chez Deezer, donc la plateforme de musique en ligne. Je suis également auteur à Linux Pratique. Donc, quand il y a des sujets techniques qui me plaisent bien, j'en fais des articles. Ça me permet notamment de documenter des choses que je mets en place au Resto du Cœur et aussi chez Deezer. Et puis je suis aussi également conférencier, donc vous m'avez peut-être déjà vu passer dans des Vox, dans les Google Day Fest, ou Vox Days Luxembourg aussi. Et comme j'ai des journées pas suffisamment remplies, je suis également aussi responsable infra en tant que bénévole au resto. Et puis vous pouvez me retrouver sur X et Blue Sky maintenant aussi, avec mon pseudo Johnny5, qui vient du robot qui est là-bas, qui est ni plus ni moins que le Wally raciste des années 80, qui s'appelle Johnny5. Donc voilà, c'était le 36-15 ma vie, promis j'arrête. Et donc comme je l'ai dit, pour remettre un petit peu dans le contexte, moi je suis bénévole au Resto du Cœur, et il y a maintenant un peu plus de 3 ans, j'ai eu ma petite idée, comme Coluche. Il y a maintenant plus de 39 ans de ça, hein, puisqu'on on lance notre 40e campagne. J'ai eu ma petite idée en me disant, on a des besoins informatiques qui sont juste colossaux au resto. Et moi, mon métier, c'est l'infrastructure. Donc, comment on peut faire en sorte de rendre justement de l'infrastructure au Resto du Cœur pour que ça ne coûte rien. Et donc, c'est comme ça en fait que j'en suis arrivé, il y a 3 ans, à monter une plateforme de cloud. Bon, d'ailleurs, que je présente cet après-midi. Donc, c'est le moment de teaser le talk que je donne cet après-midi. Cette fois-ci, par contre, au DevOps Rex. Donc, si jamais vous êtes curieux de savoir comment les Restos du Cœur sont transformés en cloud provider, j'en parle cet après-midi. Donc, comme je le disais, hein, on a lancé notre 40e campagne au resto. Donc, vous allez très certainement voir les affiches, notamment dans le métro, ce genre de choses. Donc, ça fait 39 ans qu'on est là. Ça veut dire aussi que ça ne va pas, parce que tant qu'on est là, c'est que ça ne va pas. Hein, c'est qu'on a toujours besoin de nous, et malheureusement, on a toujours plus en plus besoin de nous. Donc, c'est vraiment compliqué. Pour être comment dire, proche du contexte, justement, donc j'ai donné la conférence, je l'ai déjà donnée en fait, cette conférence sur comment nous avons transformé le Resto du Cœur en cloud provider. Et en l'occurrence, j'ai expliqué un petit peu les différentes technologies qu'on utilise derrière. Et pour constituer ce cloud, on utilise beaucoup, notamment OpenStack, d'où le petit clin d'œil à VMware, plus ou moins politiquement correct. Merci Coluche. Et il y a un truc qui est important à retenir pour comprendre un peu toute la démarche qu'on a eue derrière cette idée d'Open Bare Metal Forecasting, enfin d'Open Bare Metal et de Bare Metal Forecasting. Ça va être qu'au resto, en fait, 1 euro dépensé, c'est un repas qu'on ne distribue pas. Donc quand vous avez tout le temps ce credo-là en tête, ça vous force obligatoirement à réfléchir un peu autrement et pas à venir consommer ou laisser des machines tourner en permanence parce que c'est des repas qu'on ne va pas distribuer. Donc, et justement, toute cette infrastructure, elle ressemble à ça en fait actuellement. Donc, on a un premier POP qui a été créé près de Chartres, qui constitue en fait notre premier data center au Resto du Cœur. Bon, c'est 3B, hein, c'est pas non plus un truc de fou furieux, mais c'est notre premier point de présence au niveau du cloud pour les restos. Bon, vous imaginez, hein, toutes ces machines-là, ça consomme pas mal d'énergie, ça consomme aussi pas mal de clim, et tout ça, ça coûte vraiment très très cher. Donc c'est un peu dommage de mettre de l'infrastructure à disposition, mais finalement, en fait, tout ça, on se le retrouve à devoir le payer, parce que à côté de ça, c'est des machines qui pourraient tourner en permanence et qui ont une certaine consommation. Donc
ce que j'expliquais, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle, pour ceux à qui ça ne parle pas, du bar metal. D'où le nom Open Bar Metal de l'outil, puisqu'on va venir gérer du bar metal, donc du serveur physique. Donc ce serveur physique, il faut pouvoir l'alimenter. Alors oui, j'aime beaucoup les gifs. S'il y en a qui détestent ça ou qui sont épileptiques, ne restez pas. Donc il faut pouvoir les alimenter. Et il faut aussi, le problème de l'alimentation, c'est que nous, on a en fait actuellement un contrat à la consommation au resto. Donc c'est-à-dire, plus je consomme, c'est ce que vous avez chez vous, c'est plus je consomme, plus je vais payer. Donc plus j'allume de machines, plus je paie. Sauf que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le contexte des restos veut que même la consommation informatique, vu qu'on reçoit aussi de plus en plus de monde, les services consomment de plus en plus, donc besoin de plus en plus de machines. Et que ça n'est pas un data center à l'origine. Donc on a toutes les contraintes de puissance, notamment la puissance électrique qui arrive sur le bâtiment, même si tu es une ancienne usine, elle a une certaine limite en termes de puissance électrique. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir 90 machines qui tournent en permanence à pleine balle, au pic, si je puis dire, justement parce que ça pourrait générer des coupures de courant. Et puis il y a un truc qui est important à retenir, c'est que globalement un appareil, plus il consomme, plus il chauffe. Et quand un appareil chauffe, il faut pouvoir le refroidir. Et il n'y a pas 10 000 manières de refroidir du matériel, des serveurs. Notamment, il y en a une qui fonctionne quand même plutôt bien, qui est la climatisation. Sauf qu'en termes d'écologie, on a quand même clairement vu mieux. C'est quelque chose qui doit tourner quasiment en permanence. Ça nécessite quand même en plus un entretien, donc ça veut dire qu'il faut payer une société pour venir l'entretenir, cette machine. Il faut de la redondance aussi, parce qu'en plein été, quand vous avez une canicule et que vous avez 60 machines qui tournent, faut pouvoir les refroidir, donc si jamais la clim tombe en panne, il n'y a plus de décès. Et puis la consommation, là, c'est juste faramineux par rapport à ce que va consommer les serveurs en eux-mêmes. Donc nous, on a trouvé des solutions différentes, on commence à venir chercher l'air de l'extérieur, pour pouvoir refroidir ces différents serveurs. Bon, l'été, par contre, on a quand même besoin d'un peu de clim. Et il y a un autre truc, c'est qu'on s'est dit, pour limiter un petit peu la consommation, il pourrait être intéressant de se dire, il faut qu'on coupe les machines. Dès qu'on n'en a plus besoin, on va l'éteindre. Ça sert à rien de la laisser allumer en permanence. Donc, en fait, tout ça, c'était pour le moment des humains qui le faisaient. Oui. Bon, c'est pas vraiment un humain, là, en l'occurrence, mais... Donc, c'était surtout de l'humain qui faisait ça. Bon, le problème de l'humain a quand même globalement pas mal de problèmes que j'ai pas tous cités ici parce qu'autant vous dire que j'ai de quoi faire une conférence de 5 ou 6 heures là-dessus, minimum. Mais les principaux problèmes que j'ai pu rencontrer avec l'humain, c'est que par définition déjà on est faillible. C'est que ça reste une tâche ingrate que de devoir aller dans la salle serveur, couper la machine physiquement ou de devoir se connecter sur une interface pour la couper. C'est pas forcément quelque chose qui est hyper valorisant, en tout cas, surtout pour des bénévoles. Globalement, on donne de notre temps perso pour faire ce genre d'action. Ah, j'ai encore perdu les slides. Ça va revenir. Yes. Oh là. Non, c'est bon. L'humain, ça ne scale pas beaucoup. Je ne sais pas si... ça se met difficilement à l'échelle. Globalement, les bénévoles, c'est pareil. C'est une denrée globalement plutôt rare. Et pour les mettre à l'échelle, c'est quand même très difficile. Et un autre truc qui peut être important à prendre en compte, c'est que notamment là, on est en train d'ouvrir des nouveaux data centers. Et ces data centers-là nous offrent ce qu'on appelle du remote end. Donc c'est des petites mains localement qui viennent faire des actions sur les serveurs. Sauf que ça coûte cher en fait, ces actions-là. Cette fois-ci, on les paye les humains pour le faire. Donc pour éviter ça, on a aussi réfléchi à d'autres solutions. Donc comme je l'ai dit, on a eu cette petite idée de transformer les Restos du Cœur en cloud provider, mais du coup, on a qu'est-ce qui tourne en fait sous le cloud pour justement faire fonctionner ce cloud et notamment les différentes machines qu'on va y retrouver. Donc globalement, pour que ça puisse fonctionner, il nous fallait une chose qui était importante, c'était le réseau. Donc on a un réseau en fait dit pour commencer déjà d'OOB, donc out of band. Alors c'est le réseau habituellement qui nous permet de prendre la main à distance sur les machines. Mais en l'occurrence, pas que, puisque c'est aussi c'est le réseau qui nous permet de les allumer à distance via l'API. Donc en fait, vous avez sur chaque serveur physique une petite carte qui est totalement dédiée. Là, en l'occurrence, nous, c'est des serveurs Dell. C'est une interface qui s'appelle Hydrac, qui nous permet comme ça de l'allumer en fait, à distance. Donc on avait besoin de ce réseau-là. Et puis aussi, on a un deuxième réseau qui est le réseau de management / provisioning, puisqu'on se connecte et on vient provisionner les machines grâce à ce réseau-là. Et c'est un autre réseau qui est physique.
J'ai encore perdu les slides. Ça y est. Pour déployer les machines, comment on faisait ça? On le fait toujours avec un outil qui s'appelle Metal as a Service de chez Canonical, qui est open source, qui nous permet donc de déployer des images via le PXE et IPXE pour les machines avec un bootloader sécurisé. Et ce qui nous permet en fait de gérer le cycle de vie d'une machine physique comme si c'était une VM. Donc globalement, l'idée, c'est que si ma machine physique, je souhaite transformer un serveur web en base de données, bon, modulo quelques disques durs en plus, c'est tout à fait possible. Parce que justement, elle est référencée dans l'outil et je peux la redéployer très facilement. La chose aussi qui est intéressante avec Metal as a Service, c'est qu'il possède son propre DNS interne dédié, et ce qui nous permet comme ça en fait de pouvoir nous connecter directement sur la machine une fois qu'elle a été provisionnée, puisque l'outil va déployer l'image, va lui attribuer une adresse IP, et en plus de ça va nous donner l'enregistrement DNS pour nous connecter dessus. Et modulo, il nous donne aussi, on ajoute les clés SSH, etc. On va vérifier aussi que la machine elle est en bonne santé, parce que c'est pareil, c'est bien de vouloir démarrer des machines comme ça à la volée et les couper, mais qu'est-ce qui me dit que par exemple on n'a pas une barrette de RAM qui a rendu l'âme? Qu'est-ce qui me dit aussi que par exemple on n'a pas je sais pas moi, un ventilo aussi qui ne fonctionne plus sur la machine? Eh bien tout ça est vérifié automatiquement par masse avant de booter la machine la première fois. Donc Metal as a Service, je vais pas non plus faire toute la conférence là-dessus, hein, mais comme on l'utilise, ça fait partie des briques d'Open Bar Metal. Metal as a Service, il permet d'exposer, et c'est en ça qu'il est hyper intéressant, c'est qu'il permet d'exposer une REST API. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire, notamment le déclenchement du provisioning de nouveaux serveurs physiques, et ben tout ça c'est fait via une REST API. Et il possède une web UI, donc ça c'est pour les gens qui aiment bien regarder un petit peu ce qui se passe graphiquement parlant. Bon, perso, moi je l'utilise pas du tout. L'infra de type cloud, alors elle est là, c'est vulgairement représenté, si je puis dire. Les choses qui sont vraiment intéressantes qu'on va retrouver sur cette infrastructure, c'est que globalement c'est de l'OpenStack qui tourne dans du cube, mais plus exactement pour les nœuds de compute, on va avoir tout en bas à droite, si vous regardez bien, on a ce qu'on appelle les nœuds de compute dits d'overflow. Et ben, ces nœuds de compute-là, dits d'overflow, c'est des machines qui sont provisionnées et déprovisionnées automatiquement par Open Bar Metal en fonction du besoin. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on a des VM éphémères qui sont déployées de manière assez intensive sur le cloud, ce qui peut arriver, notamment en période de build sur des différents applicatifs, et bien à ce moment-là, on vient démarrer avec Open Bar Metal ces machines-là. Donc voilà, je me suis un peu spoil. Les serveurs dits d'overflow ne possèdent pas de disque. Donc on reprend en fait un petit peu les mêmes machines que tout à l'heure, alors à quelque chose près, puisqu'on n'est pas sur tout à fait les mêmes modèles. La seule chose qui diffère, alors les interfaces de production, normalement c'est censé être des cartes fibres, mais c'est juste pour l'image. Mais globalement, on a toujours à peu près la même configuration, à savoir une interface sur le réseau d'OB pour pouvoir démarrer à distance la machine, et deux interfaces pour le port de management pour pouvoir provisionner la machine sur le réseau. Vraiment, le réseau, en fait, finalement, en dessous du cloud, il est très bête, hein, il ne fait pas grand-chose. Mais donc pour éviter la casse, parce qu'en fait au démarrage on déployait les machines temporaires avec des disques, pas autant vous dire qu'on n'a pas fait ça très longtemps, parce que les disques ça casse. Et donc on s'est retrouvé pas mal de fois avec des head crash, donc quand la tête rentre sur le plateau du disque. Donc pour éviter ça, maintenant on met plus de disques, on charge l'OS en RAM directement. Et donc ça on y arrive avec l'utilisation, comme vous l'avez compris, de masse, donc Metal as a Service, aussi de Victoria Metrics / Prometheus, donc notre outil d'observabilité, parce qu'il va falloir qu'on ait récupéré les données de quand est-ce que je viens provisionner une nouvelle machine. Enfin, c'est pas magique, je viens pas. Il faut bien que je récupère cette information quelque part. Et tout ça, ça fait un cœur. Et donc, pour continuer, notamment les images qu'on va déployer, par exemple les nœuds de compute, en fait, derrière, c'est des images Packer qu'on build via la CI/CD, qu'on publie directement dans masse, et après, c'est Open Bar Metal qui vient interroger et déployer tout ça. Alors, globalement, le fonctionnement de l'autoscaling sur justement, parce qu'on peut parler d'autoscaling, et c'est tout l'intérêt justement de ce projet, c'est que l'idée, c'est si vous voyez un petit peu comment fonctionne le HPA sur Kubernetes, donc le Horizontal Pod Autoscaler, globalement, c'est la même chose en fait, mais appliqué à du bar metal. Qui ne sait pas ce qu'est le HPA ?
Alors, là, j'ai 20 minutes, ça va être très court. Je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer là dans l'immédiat. Mais par contre, effectivement, si j'ai l'occasion de le donner en format plus long, je donnerai plus de détails sur son fonctionnement exact. Bon, voilà un petit peu comment fonctionne Open Bar Metal. Alors là, c'est la vue un petit peu vulgarisée, à savoir, on va avoir un pool de nœuds qui sont déjà actifs. Là, en l'occurrence, par exemple, un pool de nœuds Redis qui expose des métriques, enfin des métriques, pardon, au format Prometheus, qui sont ingérés par Victoria Metrics. Open Bar Metal va venir scraper en permanence Victoria Metrics sur une valeur qu'on va lui donner, en lui disant par exemple, tu me dis par exemple la consommation totale de mon pool Redis. Si par exemple tu dépasses 70% à ce moment-là, tu viens allumer une machine qui est disponible dans le pool de machines. Alors pourquoi on le fait? Parce que, encore une fois, tout ça, il faut pouvoir l'alimenter. Donc on a besoin d'électricité et aussi besoin de clim. Donc ça, c'est deux choses qu'on vient surveiller en plus. Donc on vient récupérer les métriques directement au niveau des serveurs, mais on vient aussi récupérer la consommation en temps réel des serveurs. Donc à savoir si par exemple la capacité d'une baie va être de 3 kVA, pardon. Si je suis déjà à 2,9, autant vous dire que je ne vais pas les rallumer une machine parce que je risque de couper en fait la baie. Donc ça, Open Bar Metal vient aussi vérifier cette valeur-là. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il ne fait pas trop chaud dans la salle serveur? Parce que s'il fait trop chaud, ça veut dire qu'il va falloir que je baisse la clim. Et il va falloir que je fasse en sorte qu'elle puisse aller plus vite aussi, la clim. Et donc ça va être encore plus de consommation. Donc à ce moment-là, en fait, non, il ne démarrera pas de nouvelle machine. Par contre, il va nous alerter. Donc pour récupérer ces informations-là, on utilise Scaphandre. Donc, il y a un projet open source et qui nous permet directement depuis nos serveurs en fait, d'exposer différentes métriques qui sont intéressantes, notamment sur la consommation électrique, que ça soit d'un serveur physique, mais ça peut aussi fonctionner au niveau d'une VM. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivé Open Bar Metal. Donc, Open Bar Metal, c'est pas Open Bar, même si c'est dans son nom, si je puis dire, puisque globalement, ce que j'expliquais, c'est que si, par exemple, toutes les contraintes, à savoir d'électricité, de machines disponibles, mais aussi de climatisation, donc de température, il ne viendra pas démarrer de nouvelles machines. Il viendra nous prévenir en disant c'est pas possible. Et donc, s'il y a un pool qui est plus disponible, il va venir automatiquement interroger une machine qui est hors pool. Alors, comment ça se passe? Bien, ici, donc là, on a les pools de machines qui sont disponibles ici. Et là, en l'occurrence, toutes les machines qui étaient disponibles dans le pool ont toutes été démarrées. Donc, j'en ai besoin d'encore d'autres. Donc, il vient en récupérer d'autres qui sont disponibles aussi dans masse, qui sont enregistrés, alors qu'ils n'ont peut-être pas forcément la même configuration, mais il vient les récupérer temporairement parce qu'il en a le besoin. Donc le fonctionnement un peu plus en détail, cette fois-ci, globalement, donc, comme je l'expliquais, on utilise Metal as a Service. Open Bar Metal D, donc le démon d'Open Bar Metal, OB Metal D, a plusieurs parties, donc l'API REST qui l'expose, qui va être utilisé notamment par la petite CLI d'Open Bar Metal. On va avoir le scrapper qui va venir récupérer les informations au niveau de Victoria Metrics et le calculateur de seuil qui, lui, est inclus directement dans le démon. Alors tout ça, c'est écrit en Rust. Alors pourquoi on l'a écrit en Rust? Bien parce que, à l'origine, on l'avait écrit en Go. Je ne vais pas vous cacher que c'était plus simple en Go. Parce que la lib, notamment pour Prometheus, le client Prometheus était natif, puisque Prometheus étant écrit en Go, était natif. En Rust, c'était pas tout à fait pareil. Donc globalement, alors pourquoi on s'est dit autant perdre du temps et puis aller partir plutôt sur Rust, c'est que comme c'est un binaire qui tourne en permanence et qu'on cherche à faire des économies et essayer de restreindre un petit peu ce qu'il consomme, globalement on a quand même divisé par 3. On consomme 2 fois moins pour 3 fois plus de rapidité en termes de temps d'exécution, parce que c'est pas garbage collecté. Donc voilà pourquoi on l'a réécrit en Rust et on en est maintenant plutôt satisfait. Ah, j'ai encore perdu les slides. Non. 1 minute? Oui, je vais faire très court. Donc, il vient requêter PromQL toutes les 10 secondes par défaut. Et Open Bar Metal, donc c'est un microservice qui est déployé dans Kubernetes via des Helm-charts. Je vais aller très vite parce qu'en fait, finalement, j'ai perdu beaucoup de temps. On a pas mal de plugins qui sont disponibles, donc qui sont en bash pour le provisioning, le post et le pré-provisioning, donc pouvoir sortir un nœud d'un cluster, par exemple OpenStack, comme nous c'est le cas, et le sortir. On peut configurer donc les différents seuils, donc quand est-ce que j'ai déclenché et installé la machine, quand est-ce que je la retire.
On a une petite CLI qui nous permet de lister les différents nœuds disponibles, et puis l'état des nœuds, en fait, globalement. Qui est-ce qui est installé, qu'est-ce qui est déployé, qu'est-ce qui est encore qui est KO aussi, s'il y a des maintenances, ce genre de choses. On l'utilise parce qu'on fait un peu d'IA, donc on a des besoins qui commencent à arriver côté IA, sauf que l'IA, ça consomme vraiment beaucoup, hein, puisque sur une baie classique, on est sur 3-4 kVA, là maintenant on est plutôt sur 6, voire 10 kVA même maintenant. Donc, bon, sauf que dans les faits, on pourrait se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'IA, surtout Resto. La question peut se poser bien évidemment, mais bon là en l'occurrence, on a quelques besoins. Là, la réponse, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin. Enfin, la question, c'est surtout est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces machines qui tournent en permanence. La réponse, c'est non. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cet outil, notamment pour pouvoir faire scale le matériel facilement. Donc, on a divisé par 3 la consommation globale de l'électricité et aussi par 3 quasiment la température de la salle serveur. Bon, j'exagère, hein, mais presque. Le code est disponible en AGPL-v3. Il est disponible sur le GitHub des Restos du Cœur. On va avoir quelques améliorations, notamment avec d'autres drivers, et puis l'intégration avec la Cluster API de Kubernetes, bientôt. J'ai terminé, j'ai un peu speedé sur la fin. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais bon, c'est pas très grave. Il y a un truc à pas oublier, c'est qu'on a tous une bonne raison de s'appliquer au Resto du Cœur. Donc si jamais vous aussi, vous avez envie de contribuer à ce projet, ou même à d'autres choses au Resto, la porte du bénévolat vous est ouverte. Je dis souvent voilà, donc voilà. Si vous voulez me faire un retour, on n'a plus de temps, mais il n'y aura pas de questions, ça c'est sûr. Après, les questions, vous pouvez me les poser à l'extérieur si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon. Je suis désolé, je suis allé très vite. Merci beaucoup, Julien.